Même espèce de population morphologiquement différente, c'est ce qu'on appelle les races géographiques. Et c'est l'exemple des chiens, de certains chats, etc., etc. Les espèces jumelles sont des ensembles morphologiquement identiques, ils se ressemblent de point de vue morphologiquement, mais séparés génétiquement. Exemple des drosophiles. Ils se ressemblent, mais c'est difficile d'avoir la fécondité, parce qu'il y a une séparation génétique. Dans le cas où il y a polymorphisme ou polytisme, il y a ségrégation morphologique, et c'est cette ségrégation morphologique qui va développer au fur et à mesure dans l'espèce des caractères nouveaux, des caractères physiologiques, des caractères psychologiques. S'il y a un manque d'eau, l'animal il va chercher l'eau, il va devenir très fort et très dur, etc., etc. Il y aura la concurrence pour l'appropriation des ressources rares, l'eau, la nourriture, etc., etc. Il y a la concurrence pour la reproduction. Le mâle le plus fort, c'est lui qui va faire un peu la fécondation avec la femelle. Le contact sexuel entre le mâle et la femelle, c'est le mâle le plus fort qui va s'approprier de la femelle. Il va donner ses caractères morphologiques aux générations futures. Donc, automatiquement, il y aura évolution dans les caractères physiologiques, psychologiques, morphologiques et autres. Les mécanismes de la spéciation, il faut voir 3 points essentiels qui en découdent des autres. Par exemple, 3 phases qui sont très intéressantes pour les processus de spéciation. La première phase, c'est l'arrêt des échanges génétiques. L'arrêt des échanges génétiques, directement, il va aboutir à la dérive génétique, c'est-à-dire d'autres gènes qui vont apparaître. Puis, il y a l'évolution, en deuxième lieu, l'évolution des mécanismes d'isolement reproductif. Cette évolution, elle va directement donner les mutations nouvelles. C'est un terme qui est très utilisé, des mutations dans les espèces. Et puis, le troisième point, ou bien troisième mécanisme, consiste à l'accumulation des différences génétiques, comportementales, morphologiques, ce qui va devenir des espèces différentes. Ceci va aboutir à la dérive génétique, les mutations nouvelles, mais le troisième point, il va directement nous entraîner dans ce qu'on appelle la sélection naturelle différenciée. Alors, pour conclure cette partie, la spéciation ou bien la création de nouvelles espèces est un processus, ou bien c'est un ensemble de processus, de modalités et de mécanismes de la formation de nouvelles espèces. Elle est donc au cœur de la compréhension de l'évolution qu'on va voir plus tard. Lorsque l'ensemble des individus qui constituent une espèce forment plusieurs populations qui sont isolées, c'est le principe d'isolement qu'on a évoqué tout à l'heure, chacune de ces populations peut acquérir des caractères particuliers et donner naissance à des variétés différentes des espèces. C'est-à-dire, si on prend deux chaînes de montagnes qui sont séparées, ou bien tout simplement par une grande rivière, le Mississippi par exemple, dans les deux berges de Mississippi, il y a certains êtres vivants, certains animaux qui ne peuvent pas nager, qui ne peuvent pas traverser le Mississippi avec un débit d'eau qui est très important, avec un écoulement qui est très rapide et qui est très dangereux. C'est-à-dire, les espèces du flanc ou bien de la rive droite sont différentes des espèces de la rive gauche. Si ces individus sont par la suite, se trouvent dans l'impossibilité de se croiser, parce qu'il y a une barrière géographique, ils sont isolés, ils divergent de plus en plus et deviennent interstériles. Ils constituent alors des espèces
distinctes. La spéciation commence par un isolement reproducteur qui permet l'évolution et l'ensemble des populations d'une espèce sont en échange génétique. S'il y a une barrière géographique, une barrière génétique, etc., il n'y aura pas d'échange. S'il n'y a pas d'échange avec des populations voisines, alors là, il y aura donc le maintien de la variabilité génétique de part et d'autre des barrières géographiques. Donc, selon la théologie, chaque organisme ressemble à un projectile qui est lancé. C'est comme les pollens, contre une cible très simple. Selon Darwin, les organismes sont comme une mitraille dont un fragment porte le coup et tous les autres s'éparpillent sans action. C'est la loi du plus fort. C'est la loi, et ça a été extrait de Thomas Huxley en 1877. Maintenant, si on essaie de parler de l'évolution, de ces mitrailles, de ce darwinisme, alors là, automatiquement, on va se mettre... Voilà, ce sont des sujets qui se traitent parfois dans les cafés, dans les gens. Ce n'est pas obligatoire qu'on soit géologue, un biologiste. Tout le monde parle de l'évolution. Tout le monde discute de l'évolution. Tout le monde parle du fameux Darwin, du darwinisme. Et ces idées, certaines idées qui ont été rejetées, certaines idées d'évolution qui ont été retenues, et les débats sont continus jusqu'actuellement au XXIe siècle. Si on prend café, on se pose la question, on parle de Darwin. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a un problème? Ah, mais bien sûr, mais il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'une espèce? Une espèce? Pour voir une espèce, il faut définir un peu les populations, les zones de vie, les écosystèmes. Si je parle là des espèces végétales, ou bien des oiseaux, ou bien des poissons, c'est-à-dire selon l'environnement. Les oiseaux ne ressemblent pas aux poissons, et les poissons ne ressemblent pas aux végétaux, et ça ne ressemble pas à nous, les humains. Alors, quelle est l'origine de toutes ces espèces sur la planète Terre? On prend quelques problématiques. Si on prend, par exemple, une espèce est un ensemble d'individus qui peuvent se croiser entre eux et donner des descendants fertiles. Ils doivent donner des descendants fertiles. Mais on peut procéder à un croisement. Et on peut avoir un descendant, mais qui est, comme par hasard, il est stérile. Donc, c'est contradictoire à la notion du croisement et d'espèces. Ils sont interféconds, mais ils doivent donner des générations ou bien des descendants qui sont stériles. Ce n'est pas le cas. Tout de même, les chiens ne donnent pas des chats. Déjà, selon l'imagination de l'homme, de ce qu'on connaît. Alors, quelle est l'origine des espèces? Soit un lion dans un lion, un oiseau dans un oiseau, un humain dans un humain, des végétaux dans des végétaux. Le modèle fixiste, chaque espèce dans sa race. Les découvertes et la science, par exemple les gisements de phosphate, on trouve beaucoup d'ossements de poissons, là au Maroc, à Oulad Abdoun, à Ouazzam, etc., etc. On est un pays où il y a beaucoup de phosphate, des dents de célacéens, etc. On peut reconstituer l'environnement phosphaté du Crétacé au Maroc, du Maastrichtien. Les découvertes, il y a longtemps, il y avait beaucoup de miniers, etc. Et ils commençaient déjà à faire des découvertes. On peut trouver des traces fossiles, végétales ou bien animales. Parfois, certaines découvertes, et on trouve ça dans des musées, on essaie de faire des reconstitutions.
C'est l'exemple des mammouths et autres, des éléphants et autres. Il y a 100 000. Il y a 100 millions d'années, quelques fossiles ont été découverts et qui sont datés de quelques centaines de millions d'années et ils sont représentés dans des muséums. Alors on peut reconstituer l'animal avec ses nodosités. Là, sur le dos, la colonne vertébrale, ce sont des vertébrés. D'autres, mais il y a aussi de la flore qu'on peut trouver sous forme fossile. Si on a tout ça, la faune, la flore, tout ça, on peut reconstituer des environnements. Les poissons ne vivent pas avec les dinosaures. Mais il y a dinosaures, mais il y a une variété qui a été heureusement découverte dernièrement. Et il a fait beaucoup de... Je vous passerai le lien sur la presse, et concernant la découverte de grands poissons à variété de reptiles, etc., qui peuvent expliquer un peu cette problématique de passage entre une espèce et une autre dans l'évolution, et des zones végétales. On peut avoir d'autres traces fossiles, des ammonites, des coraux, etc., des crustacés, et on peut trouver des trilobites et autres, voilà, avec plusieurs formes. C'est-à-dire, on trouve le trilobite, voilà, et on essaye de reconstituer un petit peu son mode de vie ancien, et les marins, etc. Et il y a la flore, comme on a trouvé la faune, là, ça ressemble à un animal, ça ressemble à des végétaux, etc. Mais c'est un végétal. On peut reconstituer son environnement qui est ancien. Ce sont des végétaux qui ont peuplé un peu les zones marines. Alors, que doit-on faire de ce modèle? Automatiquement, on va le rejeter parce qu'il y a beaucoup d'écosystèmes. Alors, mais il y a une autre idée et un autre modèle, c'est-à-dire, il est toujours fixiste, mais avec une dégradation. Là, ça donne ça, ça donne ça, mais on peut passer avec des intermédiaires qu'on va chercher, c'est-à-dire séquentiels dans le temps. Et par la suite, il y a le modèle de transformisme, c'est-à-dire que les espèces se transforment. Ce transformisme, est-ce qu'on peut faire une échelle? Bien sûr, c'est très difficile d'adopter. Mais pour voir cette échelle, alors est-ce que les organismes peuvent se transformer des plus simples vers les plus complexes? C'est l'idée qui a été avancée par Jean-Baptiste Lamarck, grand initiateur du modèle. Mais bien sûr, si on fait un peu l'ADN moléculaire, etc., les études anciennes, on peut voir la différence qu'on ne peut pas passer d'une espèce à une autre facilement. Alors, maintenant, la grande problématique de parler du darwinisme ou bien des phénomènes d'évolution, c'est la religion. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre un peu Darwin avec la Sainte Thérèse d'Avila, qui représente la religion. Voilà, c'est au XVIe siècle, et là, au XIXe siècle. Ils n'ont pas vécu en même temps. Mais si on pose un peu la problématique, ils vont discuter, parce que généralement, la religion, elle rejette, toutes les religions rejettent un peu les principes d'évolution, pas toutes. Alors, et vous, Seigneur Darwin, quel est votre modèle? Son modèle, c'est qu'il est basé sur des expérimentations. Là, dans le Pacifique, c'est l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Bien sûr, il y avait des recherches déjà au XIXe siècle avec son HMS Beagle en 1831. Et là, essayer d'enquêter et de conquérir un peu les îles Galapagos qui sont
très loin, à plus de 1000 kilomètres du continent. Alors, il va trouver, qu'est-ce qu'il va trouver? Plusieurs espèces d'oiseaux qui se ressemblent. Il va essayer de tracer un arbre d'évolution. Ils se ressemblent, c'est la même nature, la même espèce, ils n'ont pas le même bec. Ils n'ont pas le même plumage. Ils n'ont pas la même couleur de plumage, etc., etc. Et chaque espèce a été trouvée dans une île qui est distincte et qui est très loin du continent. Alors, comment ces espèces d'oiseaux ont peuplé ça? 13 espèces de pinsons qui sont différentes. Voilà, ce sont des dessins par Darwin où il essaie de différencier un peu la tête et le bec. Et le bec, il change automatiquement. On doit penser à la nourriture, au régime alimentaire. Les dents ne se ressemblent pas chez les animaux. Les carnivores ne sont pas les herbivores. Donc on n'a pas les mêmes dents. La même chose pour les oiseaux, ils n'ont pas le même bec, selon leur régime alimentaire. Ces 13 espèces qui se ressemblent, mais qui diffèrent par leur bec et sont adaptées à des régimes différents. Alors, d'où viennent toutes ces espèces? Parce que dans la religion, on essaye toujours. Pourquoi? Parce que la question la plus simple, c'est la question qu'évoquent les jeunes bébés lorsqu'on très petits. Lorsqu'un petit bébé, il commence à grandir, il rentre à la maternelle, il commence à dire « Kifash »,« Alash »,« Fouqash ». Ce sont 3 questions qui sont très intelligentes. Et si on essaie à répondre à ces 3 questions, Kifash, comment? Alash, pourquoi? Fouqash, c'est quand? C'est la notion du temps, la notion d'espace, la notion du régime, etc. Donc, automatiquement, si on voit toutes ces espèces des différentes îles, ils rassemblent aux espèces qui ont été retrouvées au continent. Alors, soit il n'y a pas d'ancêtre commun, soit une seule espèce est un ancêtre commun et toutes les autres espèces ont évolué selon le milieu de vie, selon l'écosystème et selon le régime alimentaire. C'est l'adaptation d'ailleurs. D'accord. Pour l'ancêtre commun ou bien commun, c'est alors quel est le moteur de cette transformation? Bien sûr, il n'y avait pas l'ADN moléculaire, il n'y avait pas la génétique, il n'y avait pas l'hérédité à l'époque. Alors comment il va répondre à ces différentes transformations? L'exemple le plus simple, c'est que l'homme, il sait utiliser un peu la sélection artificielle, c'est-à-dire les différentes races. On peut faire une sélection. Mais il y a toutefois une origine. Il y a toutefois un premier chien. À quoi ressemblait ce premier chien? Il y a toutefois un initiateur. Alors, dans la nature, les individus sont parfois en compétition selon l'environnement dans lequel ils se trouvent. Bien sûr, si on prend par exemple le système oisien, le Wahad, il n'y a pas beaucoup d'eau, les zones désertiques, il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors, pour avoir de l'irrigation et pour avoir son tour de s'approprier de l'eau, parfois il faut être fort. La même chose, l'appropriation, c'est la compétition, les concours pour passer aux grandes écoles, etc., c'est la compétition. Dans la forêt, c'est le plus fort. Dans la reproduction, le mâle le plus compétent, etc., etc. L'environnement dans lequel il se trouve,
certains survivent et se reproduisent par la suite. Là, il y a la notion de la survie. C'est-à-dire, il y a celles qui vivent, il y a celles qui survivent. Et ce n'est pas toujours l'espèce la plus forte qui survit. Parfois, c'est l'espèce la plus intelligente qui va survivre. La plus intelligente qui sait fuir, qui sait se cacher, etc., etc. Donc, c'est la lutte pour la vie, ou bien struggle for life. La reproduction, c'est la reproduction pour la vie. C'est l'investissement dans la descendance. Donc, automatiquement, ils vont transmettre ainsi les caractéristiques favorables pour les descendants. Bien sûr, il y a accouplement entre un mâle fort et une femelle intelligente. Il va donner des descendants qui sont forts et intelligents. C'est l'exemple le plus simple. Mais attention, ce n'est pas l'individu qui va se modifier. Mais c'est la population, toute la population, qui va se modifier peu à peu sous l'effet de la sélection naturelle d'une part, et surtout sous le changement des environnements, le changement des écosystèmes. Actuellement, on parle beaucoup d'effets de serre. On parle de réchauffement climatique. On parle de la Terre d'ici 50 ans, d'ici 100 ans. Mais la Terre, ça, la vie de la Terre n'est pas un siècle. La Terre a été formée il y a plus de 4,6 milliards d'années. Ce n'est pas des siècles. Alors, il faut imaginer combien d'espèces ont vécu sur cette planète. Je parle des espèces animales, des espèces végétales. Et combien d'espèces ont pu vivre? Combien d'espèces ont pu survivre? Et combien d'espèces ont malheureusement pu disparaître, et la disparition en masse des différentes espèces. Donc, ils vont transmettre les caractères les plus favorables aux descendants. Attention, c'est la sélection naturelle, c'est-à-dire la sélection des meilleurs reproducteurs. Alors, le modèle darwinien, c'est une évolution à partir d'un ancêtre commun, variable, qui s'adapte. Mais cette adaptation, elle est différente par ce qu'on appelle la sélection naturelle. Mais il commence déjà à évoquer le temps géologique. Donc, automatiquement, ce modèle, il est fractionné sous forme d'un arbre généalogique où il cherche toujours cet ancêtre commun. Alors, automatiquement, si on parle de l'évolution, selon ce système de darwinisme, il faut parfois se référer au grand livre L'origine des espèces. L'origine des espèces, qui a été écrit par Charles Darwin au XIXe siècle, et voilà son dessin où il a essayé de prendre une espèce, le grand tas, et de chercher un peu les bifurcations. C'est-à-dire, là où le tronc, c'est un tronc qui est commun, et puis qui va se diviser en deux. Certaines ramifications n'arrivent pas à avoir des reproducteurs potentiels, ils vont disparaître. Ou bien ils vont disparaître suite à des conditions météorologiques, climatiques, etc., qui sont relatives des conditions qui sont externes à l'espèce. D'autres vont évoluer, et dans leur évolution, ils vont changer de caractère. C'est l'exemple d'art géologique, la même chose. À la faculté, là, vous êtes en un tronc commun. Ici, vous êtes rentré après le baccalauréat, vous étudiez les BCG. Il y a ceux qui vont étudier le BCG,
Et vous êtes là où il y a le A, en S3, il y aura l'année prochaine, Inch'Allah, il y aura une ramification. Il y a ceux qui vont faire la biologie, il y a ceux qui vont faire la géologie, il y a ceux, peut-être une troisième ramification, ceux qui vont faire la chimie. Il y a ceux qui vont s'arrêter en licence, il y a ceux qui vont continuer leur formation en un master, par exemple là, en géologie. Il y a ceux qui vont s'arrêter, la ramification qui vont s'arrêter au master et aller travailler. Et il y a ceux qui vont continuer au doctorat. Donc, tout selon les conditions. Les conditions, ce sont elles qui contrôlent l'évolution des espèces. Que ce soit les conditions intraspécifiques, c'est-à-dire entre les espèces elles-mêmes, et là je parle de la compétition, de la concurrence, du parasitisme. Il y a des espèces qui vivent en parasitisme par rapport à d'autres espèces, mais elles vivent interspécifiques ou bien à l'extérieur des espèces. Même les conditions climatiques et le climat restent toutefois le contrôleur général qui conditionne une belle vie. Alors, la belle vie, ce sont des conditions climatiques, météorologiques, un écosystème favorable. Là, voilà, c'est la photosynthèse, c'est l'oxygène, c'est la couche d'ozone. On y habite ensemble. Tout le règne animal, le règne végétal et autres. Merci.